Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler de la Grèce que j'appelle balkanique, et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est un qualificatif dont je m'attribue le droit d'auteur. Personne n'appelle la Grèce, la Macédoine, la Grèce du Nord, la Grèce balkanique. Alors, tout d'abord, alors pourquoi la Grèce? Parce que nous sommes spécialistes des régions improbables, et j'ai voulu faire un pas de côté parce que déjà, on a commencé à s'intéresser aux Balkans, et c'est un territoire riche, complexe, et c'est aussi pour cela que Explorateur a des choses à dire sur le sujet. Et véritablement, la Grèce du Nord, c'est un territoire qui est un peu en dehors des sentiers battus. Ça n'a rien à voir avec l'Attique ou la Péloponnèse. C'est vraiment les Balkans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Balkans? D'abord, géographiquement, ça se voit tout de suite, hein. Vous voyez que les Balkans, vous les avez en couleur. Et la Grèce dite balkanique, eh bien, c'est le prolongement de cette péninsule donnant sur la mer Égée. Et vous voyez donc la proximité très grande avec la Turquie. Alors, les Balkans, c'est des montagnes, c'est l'influence, des influences multiples, hein, l'influence romaine, évidemment, l'influence ottomane, c'est des brassages de population. Tout ça, c'est les Balkans. Eh bien, on retrouve exactement les mêmes ingrédients en Grèce du Nord. Voilà, et donc la Grèce du Nord, c'est en termes d'influence, c'est évidemment la Grèce. Bon, il y a le fond de culture, c'est la Grèce. C'est aussi les Macédoniens. Les Macédoniens, c'est ce peuple qui, à un moment donné, avec Alexandre, a conquis un empire, l'un des plus grands empires de tous les temps. Mais c'est aussi l'Empire romain. Et l'Empire romain, on va le voir tout de suite. Vous voyez, l'Empire romain, c'est en rouge, hein. Eh bien, l'Empire romain englobe complètement cette partie-là. Et vous voyez, donc, la Grèce est ici, hein, et la Grèce balkanique, la voici, hein. Voilà. Et euh, l'influence romaine, évidemment, est très prégnante. Vous voyez donc la Via Egnatia, donc, qui part évidemment, qui part de Rome. Vous avez la ligne jaune. Attendez, je vais. Ah oui, non, je sais plus. Bon. Donc, vous voyez la ligne jaune qui va jusqu'à Brindisi. On traverse la mer Adriatique. On arrive à Durrës, enfin, Durrës, qui est donc la ville d'Irakium aujourd'hui en Albanie. Et donc, cette Via Egnatia va jusqu'à Byzance. C'était le cordon ombilical entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, et qui traversait notamment, évidemment, la Grèce balkanique. Vous voyez, Thessaloniki, la capitale de cette Grèce qui est ici. Mais c'est également l'Empire ottoman. Et vous voyez, quand on regarde bien cette carte, on voit que l'Empire ottoman, eh bien, c'est un peu la redite de l'Empire romain. Et donc, là encore, l'Empire ottoman a une influence extrêmement importante, bien plus d'ailleurs que l'Empire romain, puisque ça a duré beaucoup plus de temps, et notamment en Macédoine, puisque vous voyez que même si la Grèce a fait partie par le passé du vaste empire ottoman que l'on voit cerclé de vert, la Grèce, le Péloponnèse et l'Attique ont fait sécession, ont quitté l'Empire ottoman en 1830, et que la Macédoine en a pris pour 100 ans de plus. Ce qui caractérise ces populations, donc, qui vivent en Macédoine et qui l'ont caractérisé pendant beaucoup de temps, et encore maintenant, c'est une assez grande mixité. On retrouve assez naturellement des populations juives,
musulmane en importance assez considérable et qui donne une coloration très, très particulière à cette région. Que va-t-on voir dans cette région? Eh bien, on va voir des montagnes, comme je vous l'ai dit, des montagnes importantes, puissantes, des villages avec un charme fou, des ponts ottomans. On va voir évidemment des sites romains, macédoniens, grecs. On va voir également des cités qui ont toutes comme caractéristique des cités marchandes, qui font du commerce, alors soit en tant que port comme Thessalonique ou Kavala, mais également des cités qui font qui commercent de la fourrure, du tabac, de l'argent. Et chacune de ces cités est également donc composée de populations cosmopolites. Alors, à proprement parler maintenant, une fois qu'on a dit cela, j'ajoute un dernier point néanmoins avant d'aborder l'itinéraire. Il y a eu un moment extrêmement fort dans l'histoire de cette partie de la Grèce. C'est en 1923. Alors, que s'est-il passé en 1923? Il y a eu d'abord la guerre de 14-18, qui n'a pas porté chance à l'Empire ottoman, puisque celui-ci a eu la mauvaise idée de soutenir le Kaiser, donc l'empereur d'Allemagne. L'empereur a perdu, donc l'Empire ottoman en a fait les frais, et des 2 traités successifs, à la suite de la guerre de 14-18, ont amoindri considérablement l'Empire ottoman, au point d'en faire, de le réduire à la Turquie. Alors, au départ, le traité de Sèvres a réduit la Turquie à une surface même inférieure à celle de la Turquie actuelle, et grâce à Mustafa Kemal, donc Atatürk, qui a pris le pouvoir entre-temps, donc en 1923, la Turquie a repris un peu de surface de façon à ce qu'elle occupe aujourd'hui le périmètre qui est le sien. 1923, donc traité de Lausanne, et le traité de Lausanne a décrété qu'à partir du 1er mai 1923, les populations grecques orthodoxes vivant en Turquie et les populations musulmanes d'origine turque vivant en Grèce devaient quitter leur territoire d'occupation respectif et réintégrer leur patrie. Il y a eu un mouvement considérable de population et un mouvement forcé de 2 millions de personnes. Et là encore, ça a eu des incidences très, très fortes en termes psychologiques, mais néanmoins, malgré cette mise en ordre, on retrouve dans la Grèce balkanique des traces de l'Empire ottoman. Alors, voilà quel sera l'itinéraire proposé. Donc, ce parcours balaye l'ensemble de cette Grèce du Nord, en partant de la Thrace, qui est ici, ensuite la Macédoine et ce qu'on appelle l'Épire. Voilà, c'est 3 provinces qui composent ce que j'appelle la Grèce balkanique. Alors, on va commencer par arriver à Thessaloniki, qui est donc la capitale de cet ensemble. Et dès l'arrivée, on va filer vers Kavala. Kavala est une ville commerçante, un port, voilà, avec donc vous voyez au sommet de cette ville une forteresse ottomane. On quittera ensuite Kavala pour Xanthi et particulièrement pour visiter au nord de Xanthi, entre Xanthi et puis la frontière de la Bulgarie, les
village Pomaks. Alors, qu'est-ce que c'est que les Pomaks? Les Pomaks, c'est une secte musulmane qu'on retrouve sous un autre nom en Albanie. On appelle les Bektachis, ce sont des sortes de soufis. Et vous voyez donc en pleine Grèce des villages qui ressemblent à ce qu'on peut voir en Turquie. Voilà. Et ensuite, donc, un coup d'œil à cette charmante ville de Xanthi, des architectures très caractéristiques, charmantes. Et Xanthi, c'est à la fois, donc c'est une ville qui a vécu beaucoup du tabac et qui a rassemblé une population très cosmopolite, comme je vous l'ai dit. Il y a eu jusqu'à un tiers de musulmans dans cette ville. On continue et donc on file vers l'ouest en passant par donc un monastère extrêmement impressionnant qui est le monastère Timiou Prodromos Seron, qui est perdu au milieu de montagnes. C'est une sorte de village, presque de village fortifié, hein, où on a donc le monde orthodoxe qui offre tout son charme. On quitte ensuite cette atmosphère religieuse pour terminer la journée donc au bord d'un lac, le lac de Kerkini. Et ce lac, c'est un des endroits les plus gorgés d'oiseaux de la Grèce. Et d'ailleurs, le matin, aux aurores, on fera un peu d'investigation naturaliste pour voir toute cette faune avicole qui grouille. Donc, après la nature, hein, on va aborder cette fois l'architecture antique, avec des sites grecs très importants, comme Pella, qui est une ancienne capitale de la Macédoine, avec des mosaïques absolument somptueuses. Aigai, et donc l'une des capitales également de la Macédoine. On voit ici le tombeau de Philippe II de Macédoine, classé par l'UNESCO. On quitte la partie antique pour aller ensuite vers Castoria. Castoria, c'est une des villes dont je vous parlais, une des villes commerçantes qui est située au milieu d'un univers éblouissant, donc au bord d'un lac. Et cette ville, donc cosmopolite, juive, musulmane, commerçante, hein, donc a été spécialiste de la fourrure. Donc, on va y retrouver donc des architectures typiquement ottomanes. Hein, vous voyez, on le voit immédiatement lorsqu'on voit cette photo. Et puis, il y a également l'orthodoxie qu'on retrouve au musée byzantin de Castoria. On poursuit notre chemin et cette fois-ci, on quitte la ville commerçante pour traverser l'Épire et notamment le parc national de Pinde. Alors là, le parc national de Pinde, c'est une autre ambiance avec des montagnes puissantes. Je vous ai parlé tout à l'heure également de ponts ottomans hein, qu'on retrouve. Il y en a une demi-douzaine qui sont de cette qualité. Des gorges profondes comme celle de Vikos, hein, qui fait à peu près 1000 mètres de profondeur. C'est l'une des plus profondes du monde, d'ailleurs. Des villages en rapport avec ce caractère grandiose hein, de montagne, avec des villages d'un charme fou.
qui sont habités. Et puis ensuite, on quitte l'atmosphère montagneuse du Pinde pour aller à Ioannina. Là encore, on retrouve le même format de ville que qu'Astoria. Donc une ville commerçante, là encore, et profondément musulmane également. Vous voyez ici des minarets qui restent encore. Je ne sais pas si ma souris va vous les montrer. Enfin, donc, non, si, vous les voyez ici. Le minaret ici, dans la forteresse, et puis un autre là. Alors là, c'est Ioannina. La spécialité de Ioannina, c'était l'argent. Alors, Ioannina, c'est une présence naguère musulmane ottomane importante. Il y a encore une forteresse ottomane. Mais également, dans ce lac qui borde Ioannina, là, vous avez une île au monastère. Vous avez toute une série de monastères orthodoxes de toute beauté. Je vous en ai mis un exemple sur votre droite. Et en regard de cela, vous avez à l'intérieur de la citadelle donc une mosquée donc musulmane avec le minbar que l'on voit et puis la niche qui permet de s'orienter vers la Mecque. On quitte Ioannina. Et cette fois-ci, on retrouve avec Dodone l'Antiquité, un site oraculaire. Le site oraculaire, c'est donc un site où des oracles se manifestaient. On n'est pas très loin de Delphes, au nord de Delphes, ce qui était un site oraculaire également important. Et donc, vous avez sous vos yeux ce théâtre qui était en mesure de rassembler 25 000 personnes. On va quitter Ioannina et on va faire un pas de côté. Ça, j'y tiens parce que je dois dire, quand j'ai rencontré ce personnage, Papagiannis, que vous voyez ici, j'ai été complètement séduit par cet homme, ce grec d'ailleurs, donc qui est un natif de Ioannina et qui a passé sa vie à fabriquer à partir d'éléments de récupération. Hein, vous voyez cette figure, comment dire, presque en trompe-l'œil, qui est fait à partir de matériaux de récupération, ici aussi. Et puis il a sculpté, il a fabriqué des personnages, des ambiances, des masques également. Il a construit un musée et ce musée est à quelques kilomètres de Ioannina et ça vaut le coup de s'immerger dans cet univers très très particulier que celui-ci a pu créer. Et bon, il a un renom international puisqu'il expose régulièrement en Europe, aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui, à mon sens, mérite d'être salué. Et si on a la chance, comme ça a été mon cas, de le rencontrer, c'est un échange passionnant qu'on peut avoir avec lui. Il est souvent là, hein, quand il n'est pas en voyage. Il accueille très volontiers les touristes parce qu'il a envie de partager sa passion. Voilà, alors on quitte Ioannina et puis on va aller ensuite, ça c'est un autre univers que l'on va aborder, on va arriver au refuge de Christakis, là maintenant on aborde le mont Olympe. À partir du mont, plus exactement avant Christakis, on va quitter notre voiture, prendre un 4x4, monter jusqu'au refuge de Christakis et ensuite, dans une randonnée d'1 heure, donc on va monter jusqu'au mont Scolio et
arriver à un sommet qui permet d'avoir une vision des alentours absolument fascinante. Alors, ça a l'air très impressionnant, voire même en termes de difficulté, mais on voit régulièrement des enfants de 10 ans qui se retrouvent à randonner dans cet endroit. Donc, de façon assez paradoxale, et c'est formidable pour nous, eh bien, avec un minimum d'effort physique, on est en mesure de pouvoir arriver à contempler un des plus beaux points de vue de la planète, je pense. Voilà, donc on quitte ensuite le mont Olympe, et puis en faisant un pas de côté géographique avant d'arriver à notre étape finale de Thessaloniki, on va arriver au site de Dione, qui est encore un site grec, gréco-romain, avec un musée dont vous voyez une des statues emblématiques sur votre gauche, des mosaïques, là encore, absolument magnifiques, et puis donc des thermes dont on voit encore les mécanismes qui permettaient, les pilotis qui permettaient de faire en sorte que loger sous le plancher des thermes, la circulation de froid ou de chaud pouvait faire en sorte qu'on se retrouvait dans un frigidarium ou un caldarium. Nous arrivons ensuite à Thessaloniki, qui est l'aboutissement de notre voyage. Thessaloniki, donc la capitale de cette région, qui est à la fois, là encore, le fruit de l'Empire ottoman, vous voyez, avec cette tour dite la tour blanche, le monde romain, hein, qui s'affiche ici, et puis donc également avec la rotonde de l'empereur Galère, qui est donc répertoriée à l'UNESCO, et enfin ultime coup d'œil à l'Empire ottoman et à la Turquie moderne, donc la maison natale de Mustafa Kemal. Voilà, donc c'est toute cette comment dire, cet environnement complexe, chargé de plein d'histoires, un rassemblement à la fois de nature, d'archéologie, d'histoire, que je vous propose de découvrir et d'en être enthousiasmé comme je l'ai été moi-même quand j'ai réalisé ce voyage de reconnaissance. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé. Le voyage, donc, nous le publierons la semaine prochaine avec donc la restitution de cette conférence, et puis donc avec tous les éléments auxquels vous êtes habitués habituellement lorsque l'on promeut nos voyages. Alors, merci. Allez-y, Hervé. Voilà, donc je rends la main. Donc je ne sais pas si Johanna est par là. Oui, Johanna est là, donc Alors, on va présenter Johanna. Qui sera votre guide. Voilà. Donc Je suis Johanna, je suis de Thessalonique, née à Thessalonique, et je suis très contente de venir avec vous faire ce voyage parce que vraiment, vous allez voir la Grèce authentique, comme M. Tribault vous a présenté. Et c'est aussi la Grèce authentique par rapport à l'histoire, à la culture, à la tradition, à la religion. C'est tous les différentes cultures, religions, langues qui se sont mélangées pour faire cette Grèce qui est vraiment la Grèce authentique et pas la Grèce touristique avec, vous savez, les îles, la musique et tout. C'est quelque chose de très différent, mais vraiment, c'est la Grèce. C'est ça qui est la Grèce. Bienvenue,
venez voir. Et vous pourrez découvrir cette belle partie de la Grèce dès le mois prochain. Il y a un voyage dès la mi-juin. Donc, comme vous disait notre directeur, vous aurez tous les détails en tout début de semaine prochaine, avec donc la date exacte, le prix bien sûr, le programme détaillé, comme vous savez comment ça fonctionne chez Explorator, comme vous en avez l'habitude. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions, que ce soit à Johanna ou à Hervé, ou même des questions plus générales sur Explorator auxquelles je pourrais répondre? Voilà, vous pouvez vous poser vos questions par écrit dans l'onglet conversation en haut. Éventuellement, vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez. Là, je pourrais allumer votre micro si vous voulez parler plutôt que d'écrire. N'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre à ces questions donc de ce voyage de 10 jours, hein, on le rappelle, en Grèce balkanique, qui aura lieu dès la mi-juin. Puis bien sûr, il y aura d'autres dates passé l'été. Vous aurez tous les détails dès le début de la semaine prochaine. Alors, y a-t-il des questions? Je crois que c'est la première fois que nous allons dans cette région. Hervé? Alors, c'est pas tout à fait le cas. Effectivement, il y a quelques 20 ans, on avait organisé des voyages famille dans le Péloponnèse, mais des voyages de découverte. Là, c'est la première fois. Enfin, c'est vraiment la Grèce en dehors de sentiers battus. Et même les Grecs, d'ailleurs, ça, je dis ça sous le contrôle de Johanna, mais j'ai cru comprendre que même les Grecs ne connaissaient pas forcément cette partie de la Grèce. Hein. Pas vraiment, non. Et c'est des endroits très, 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 très intéressants, très beaux à voir. Et les gens, tout est différent. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est la vraie Grèce. Vous l'avez constaté de toute façon, vous connaissez bien. C'est ça qui est la Grèce. Le cœur du pays. Alors, Madame Egler, que je connais bien, nous demande combien de temps dure le voyage. Donc, c'est 10 jours. Hein. 10 jours de Paris, enfin, Oui. où vous partiez de Paris ou d'ailleurs, mais c'est 10 jours. Alors, la majeure partie du voyage se fait en minibus, Hervé, et après, vous prenez des 4x4, hein, c'est ça? Et un 4x4, oui, 4x4 pour aller jusqu'au refuge de Christaki. D'accord. Et puis ensuite, donc, aller-retour à pied, donc 2 fois 1 heure. Et puis ensuite, redescente en 4x4 et donc nuit dans le village le plus proche du refuge avant de repartir en direction de Thessaloniki. D'accord. Donc, je vous rappelle, hein, alors il y avait des questions, j'avais pas vu un onglet. Plashta nous demandait est-ce qu'on visite Thessalonique? Oui, je crois qu'on a eu la réponse dans votre présentation. Hein. Oui. Oui, là, j'ai donné quelques exemples, hein, parce que je ne voulais pas, comment dirait-on, trop dévoiler. Long. Mais, et non, mais il y a toute une... il y a un musée archéologique extrêmement intéressant. Il y a des églises également de très grande qualité. Donc là, il y a une citadelle aussi qui est à voir. Il y a eu pratiquement presque 1 journée et demie de visite. D'accord, alors vous pouvez continuer à poser vos questions soit dans l'onglet conversation, soit dans QR, questions-réponses a priori. Plashta nous demande aussi quelle est la meilleure période et est-ce que physiquement ce n'est pas trop difficile? Alors pour la meilleure période, en fait, vous pouvez vraiment vous baser sur les dates qu'on va vous proposer. Oui. D'un point de vue général, chez Explorator, c'est comme ça. Hein, si vous regardez absolument. Alors là pour ce qui concerne ce voyage, ce sera mai, juin, septembre, octobre. C'est ça. Voilà. Ce sont les meilleures périodes. Oui. Mais vraiment, je vous dis. Surtout pas juillet, août. Non, il fait trop chaud. C'est pas qu'il y ait trop de monde dans cette région-là, je pense pas. C'est pas très touristique. Oui, mais il fait trop chaud, oui. Et je vous disais, d'un point de vue général, vous pouvez vous baser sur les dates de nos voyages, que ce soit en Namibie, en Grèce ou au Mexique, pour viser la bonne période d'un point de vue météorologique. Puisqu'on n'a aucun intérêt à vous envoyer à destination si c'est la mousson ou s'il fait trop froid. Donc on choisit quelques dates dans l'année, mais c'est vraiment les bonnes
les bonnes périodes. Ouais, ouais. Bon, par exemple, le Mexique, en Basse-Californie, on vous envoie là-bas on vous propose d'y aller plutôt c'est la Pour des période des baleines. baleines. Voilà, Ouais. c'est-à-dire en février. Quels sont les autres départs? Donc pour Madame Latour nous demande ça. Bon, on a répondu. Donc mai, juin, septembre, octobre. Donc là, mai, on Voilà, y est c'est ça. déjà, mais Donc la première fois, ce sera mi-juin. Voilà, on fait un essai. Hein, donc, on verra bien si il y a évidemment la date est un peu proche de la sortie du voyage. Bon, j'ai mis un peu de temps à travailler dessus, et en tout cas septembre, octobre. Et puis ensuite, de façon récurrente, 2025. voilà. Y a-t-il une randonnée prévue dans les Agorias? Nous demande Cuisset. Johanna, les Agorias, est-ce qu'il y a une randonnée? Zavoria, ce sont les villages, les différents villages. Mais là, on va voir la gorge de Vikos. C'est bien ça, non? Oui, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc a priori, pas de randonnée prévue dans ces villages. Pas vraiment pour marcher de village à village, mais pour aller voir la gorge de Vikos. D'accord. Alors Plachta a levé la main. Je ne sais pas si Plachta veut parler. Je peux éventuellement vous ouvrir le micro, Plachta, si vous souhaitez nous poser une question par voie orale. Vous pouvez allumer votre micro et puis la poser. Sinon, peut-être que c'était les questions que vous avez écrites tout à l'heure hein, qui suffisent. Le nombre de participants, Hervé, je vous laisse répondre à cette question. On ne dépassera pas 8, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. Donc 8 participants maximum avec toujours une fenêtre par personne dans les véhicules. Ça, c'est notre ligne de conduite chez Explorator pour tous les voyages. Ça permet de ne pas être gêné quand on veut observer le paysage depuis le véhicule pour prendre des photos ou tout simplement avoir des souvenirs. Ça, vous pouvez le noter hein, pour tous les voyages, une fenêtre par personne à chaque fois. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment, que ce soit sur ce voyage-là ou même sur un autre voyage. Profitez-en, même si bien sûr on reste disponible à votre écoute, que ce soit par téléphone, par mail ou physiquement aussi. Hein. Le mardi et le jeudi, on a des bureaux qui sont près de la place de la Bourse à Paris. Et sur rendez-vous, on peut s'y retrouver pour vous renseigner sur nos voyages et autres. Et même si vous ne connaissez pas la Grèce et vous n'êtes pas sûr, venez, c'est quelque chose de assez facile à faire et très intéressant. N'est-ce pas, Hervé? Vous l'avez fait, vous avez vu. Oui. J'étais vraiment ravi de à la fois de cette diversité de paysages, parce que c'est la mer, c'est la montagne, c'est l'archéologie, c'est les lacs qu'on a vus, aussi bien le lac de Kerkini, qui est un lac naturel, ou plus exactement un lac où la faune est très présente, où ces lacs qui bordent ces villes commerçantes. Et puis cette profondeur historique, sociologique. Je trouve que cette richesse qui est propre aux Balkans, hein, je trouve que c'est extrêmement intéressant, et je peux dire que j'ai mieux compris en parcourant cet endroit pourquoi la Byzance était aussi proche de Rome. C'est vraiment tout ça, c'est le même monde quand on voit que l'empereur Constantin est né à Niche, en Serbie. Donc c'est tout proche tout ça. Même sur la rue Ernatia qui passe par Xanthi, par Alexandroupolis, Soufli, toutes ces villes ont fait partie de l'Empire romain ou l'ancienne ville de Philippe. Tout ça, c'est pour ça qu'ils ont eu la richesse des Romains. Et ensuite, l'Empire ottoman pour devenir la Grèce balkanique. Tout ça, c'est, comme vous dites, c'est l'un avec l'autre. Ça se retrouve. Oui.
Exactement. Voilà, donc c'était un petit voyage et c'est sûr que nos voyages sont en général plus longs, mais en fait, ce sont les circonstances qui le veulent, hein. Donc, l'idée n'est pas de faire par principe des voyages longs. L'idée, c'est de faire des voyages complets, de façon à ce que lorsqu'on décide d'aller dans une région, qu'on ait une vision la plus exhaustive possible pour repartir avec une bonne connaissance, hein, de ce qu'on a découvert. Voilà, il n'y a pas de remplissage chez Explorateur. On essaie vraiment d'être le plus exhaustif possible sur une région ou un pays quand c'est possible. Et là, c'est le cas sur cette région où 10 jours suffisent a priori pour bien la découvrir. Oui, oui. Madame Comme Egler, par exemple oui. l'Albanie, par exemple. L'Albanie, on fait un tour en 12 jours, hein. Il est inutile de passer plus de temps. Mais en tout cas, là, ce serait vraiment dommage de ne pas passer 12 jours en Albanie. Enfin, même chose pour la Grèce balkanique. Je pense que ça vaut le coup de passer ce temps-là pour voir à quel point donc changer. C'est ça qui m'a le plus frappé, c'est changer d'ambiance à chaque fois, hein. Chaque jour, c'est de nouveaux paysages, de nouvelles ambiances. C'est ça qui est très très stimulant, je trouve, comme parcours. Alors, Madame Egler nous fait remarquer que cette région ne semble pas ressembler du tout au Péloponnèse. C'est Non. différent. Ah non, C'est non. différent, complètement différent. Et comme Monsieur Tribault vient de répéter, c'est les paysages qui changent, les gens, la culture, même les maisons, de la façon qu'elles sont construites, les églises, les mosquées, tout. Tout est différent. À chaque jour, à chaque moment, chaque endroit, il y a quelque chose de nouveau à voir, à explorer, avoir l'expérience de quelque chose de nouveau. Même la cuisine est différente de partie en partie. En ayant une base commune, peut-être, il y a des choses qui sont différentes à chaque fois.